Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprise et Société. J'ai l'honneur de recevoir Jérémy Van Obdenbosch. Il a été ces 10 derniers jours au Festival de Cannes, il a rencontré plein de gens et il a pratiqué l'art du networking parce que c'est ce qu'il sait faire et ce qu'il explique aux gens et ce qu'il forme, que ce soit des entrepreneurs, des managers, des étudiants. Bref, j'ai un grand plaisir de recevoir quelqu'un que je connais depuis 2017. On a grandi en parallèle nos business, on se revoit régulièrement. Et donc, un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui, Jérémy. Merci Mathieu pour l'accueil et ravi d'être là et ravi de répondre à tes questions aussi. Comment ça va après Cannes? Bah écoute, c'est fatigué, hein. Cannes c'est toujours intense, c'est un monde à part. Mais comme tu l'as dit, c'est là aussi on fait de belles rencontres. Et derrière, c'est ça aussi qui ouvre pas mal de portes. Donc fatigué, mais satisfait de ces 10 jours là-bas. Enfin, c'était 7 jours, mais Ok. Cannes dure 10 jours. Mais là, moi, je suis resté 7 jours. C'est déjà suffisant, 7 jours. Ouais, 7 jours dans les fêtes cannoises et rencontrer des gens, ça doit prendre pas mal d'énergie. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement en dehors de ce que je viens de faire en intro? Ben, c'est vrai qu'on va parler du réseau. Aujourd'hui, j'ai un grand réseau, mais moi, j'aime toujours parler du début parce que je suis parti de rien, en fait. J'étais Ouais. quelqu'un de très, très timide. Aujourd'hui, je te regarde visage, Mm. visage, les yeux dans les yeux, mais avant, je ne pourrais même pas regarder dans les yeux. Et donc, je pars de là je me suis rendu compte que quand on est seul dans son business et qu'on a du mal à connecter avec les gens, ben, on est au ralenti. Et c'est ce qui s'est passé au début de ma carrière. Et donc, après, j'ai changé tout ça. Et je me suis rendu compte que le networking était le levier numéro un jusqu'en effet se retrouver aujourd'hui dans les événements les plus privés de la planète. Donc j'ai vécu toute cette évolution de garçon timide à aujourd'hui être à l'aise avec n'importe quelle personne de la planète et surtout, en plus de avoir dans mon réseau, c'est de créer vraiment des synergies et des choses qui font que mon business évolue comme les leurs. Donc c'est vraiment du win-win. Ok, ok. Mais effectivement, on parlait du réseau. Donc, moi, je te connais surtout. Enfin, on voit la face publique qui est je donne des conférences, tu as une formation en ligne, tu donnes parfois des astuces sur LinkedIn aussi, tu fais des super posts où tu donnes des clés en fait pour activer ce réseau. Est-ce que tu as du coup d'autres activités? Comment est-ce que créer du réseau t'amène du business finalement? Ben moi, aujourd'hui, business entourage, il y a trois pôles. C'est un pôle de mise en relation. C'est pour ça que j'étais à Cannes, parce que j'ai supervisé quelqu'un de très influent en Belgique sur des projets là-bas. J'organise des dîners de connexion, vraiment haut niveau. Donc, où là, c'est moi qui fais le travail de me dire, mais qui je peux mettre à table, à cette même table, pour créer des partenariats. Et de là ressort aussi des synergies qui font que ça crée de la croissance. Je donne un exemple, j'étais à côté d'un champion olympique. Et derrière, il y a des contrats qui ont été signés avec des voitures, une marque de voitures. Donc, du coup, ça crée du business. Et puis, la troisième activité, c'est les formations. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont bloqués dans leur business et ce serait pas bien de ne pas partager ce que je sais faire. Ça ne dit pas des concurrents, mais moi, je veux qu'il y ait un maximum de success stories dans le monde. Et donc, j'adore accompagner tous ces talents. Alors, ça peut être de très, très grands chefs d'entreprise, comme des très, très grands groupes, comme aussi la personne qui démarre de nulle part. Et donc, j'arrive à m'adapter à tous ces profils-là. Et donc, j'ai ces trois pôles-là et tout tourne autour de ça avec cette ambition de créer énormément de croissance en francophonie. Ok. Et donc, quand j'imagine, je sais pas, un entrepreneur ou une personnalité, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui voudrait connecter avec quelqu'un que potentiellement tu connais ou que tu pourrais connaître, va te solliciter. Toi, tu vas facturer tes services au fait d'arriver à le placer dans tel événement ou telle marque en relation, c'est ça? Et il y a trois niveaux. Il y a des gens qui sont déjà prêts, qui ont déjà une super maturité dans leur projet. Et donc là, directement, on peut aller sur le terrain. Moi, j'ai présenté des gens à des gens ultra influents, mais c'est parce qu'ils étaient prêts. Je sais Mhm. que s'il y a une rencontre, ça va bien se passer. Il y en a qui sont plus encore amateurs, c'est pas grave, mais là, il faut les former. Il faut les former pour pas qu'ils fassent des erreurs, parce que ce serait dommage, et moi, je peux pas me griller non plus, de les présenter à quelqu'un et que ça se passe mal, parce qu'en fait, c'est encore trop touristes ou amateurs. Mhm. Et donc, c'est obligé de les former pour qu'ils se rendent compte que quand ils ont la rencontre de leur vie, ça se passe bien. Ouais. Donc, il y a plusieurs niveaux de maturité. Et en effet, derrière, le but toujours, c'est que ces rencontres se passent bien et qu'il n'y a aucune personne qui utilise l'autre et que ce soit vraiment du win-win dans les deux sens. C'est ça le métier des connecteurs, c'est que tout le monde doit être content. Mhm. Mais c'est vrai que récemment, on avait été ensemble sur un événement où tu as réussi à me faire rencontrer Tony Parker. On avait bien échangé avec lui, tant toi que moi, etc. Et c'est des choses qui sont toujours intéressantes parce que Tony Parker, il a une expérience incroyable en tant que sportif, en tant qu'entrepreneur. Donc, il a ce qu'il partage sur la scène publique
Et puis après, quand on peut poser nos propres questions, c'est toujours intéressant d'avoir des perspectives de ce qu'ils ne peuvent pas forcément dire en public ou des questions qu'on ne leur a pas posées finalement. Ben, je dis souvent, hein, c'est une seule rencontre et une seule phrase, ça peut changer une trajectoire d'un business. Et c'est vrai que quand on pose des bonnes questions, c'est ça le networking, c'est pas faire finalement, c'est être curieux des gens et apprendre des gens. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais content d'apprendre et je me souviens que Tony Parker, je lui ai posé moi-même une question et je me dis tiens, c'est intéressant ce qu'il dit, hein. On a parlé du hasard. Est-ce que c'est un hasard? Et on a réfléchi, on a eu cette réflexion-là et ça fait réfléchir. Donc chaque rencontre, chaque mot de quelqu'un peut vraiment changer une trajectoire. Mm. Et comment, du coup, toi, tu as fait ce constat au départ du coup, de ta carrière que c'était le networking qui te manquait pour avancer plus vite, plus loin, faire d'autres projets en fait? Ouais, moi, je l'ai vu direct dès les études. En fait, moi, quand j'étais en secondaire, j'ai eu un prof de langue qui m'a un peu humilié devant toute la classe. Et donc, du coup, on se renferme. Et du coup, quand on rentre dans le monde professionnel, il y a beaucoup de jeunes, hein. Quand ils sortent des études, ils sont éteints à cause des profs ou parfois de la famille aussi. Bah, moi, j'osais plus aller vers les gens parce que j'avais vécu une humiliation à l'école. Et donc, du coup, bah, dans ma première boîte, moi, j'ai été dans un cabinet de consulting à l'international. Et je misais tout pour combler ce côté où j'étais pas bon dans les relations, où j'étais très réservé, bah, je misais sur la performance. Et donc j'avais de super bonnes évaluations et j'ai même fait mes études un peu aussi dans ce sens-là. J'ai fait Polytechnique et je misais vraiment sur la performance et tout ça. Je me dis en faisant les études les plus compliquées, ça va être plus facile. Et donc j'avais des performances dans cette boîte-là. Le problème, c'est qu'après, tous les consultants étaient évalués en réunion. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réunion, il y a des gens qui sont censés nous défendre. Et moi, comme personne ne me connaît parce que j'étais invisible, bah, il n'y a personne qui me défendait. Et mon dossier qui était au-dessus de la pile, parce qu'intrinsèquement, j'étais le meilleur, bah, il passait en dessous, jusqu'à terminer dans les moins bons. Et je me suis dit, waouh, quelle injustice. Je me suis pris une claque et je me dis, en fait, on est obligé, où qu'on soit, c'est d'avoir un réseau et donc dans des boîtes, avoir un réseau interne de gens qui peuvent nous défendre. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Et puis, c'est parti sur un défi que je me suis lancé en disant, bah, écoute, Jérémy, tu vas arrêter d'être timide. Déjà, je me suis rendu compte que la timidité, ce n'était pas une maladie. J'ai commencé à me renseigner en disant, bah, Jean Dujardin était timide, Beyoncé était timide, Mark Zuckerberg était timide, Elon Musk était plus réservé, même Asperger, autiste. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on s'est dépassé ça. Et puis, je me suis mis ce défi de me dire, vas-y, essaye d'être à l'aise avec une personne inaccessible de la planète. Et en fait, dans une discussion, finalement, à la maison, bah, c'est parti sur Brad Pitt. Et je l'ai rencontré. Et c'est là qu'en fait, cette rencontre m'a changé ma vie parce que je me dis, mais en fait, tout est possible dans la vie. Et aujourd'hui, ben, je partage cette expertise parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pu être timide, ben, ça m'a joué aussi, ça a été en ma faveur dans le boulot parce qu'après, j'ai créé mon propre cabinet. Donc, le networking m'a permis de signer un très, très bon contrat avec une grande banque et surtout de me faire repérer par le CEO de cette banque-là. Mais c'est une des banques les plus influentes au monde. Et ça, c'est parce que j'ai osé me montrer, j'ai osé montrer mon travail. Et grâce à 2 personnes de la banque, mon travail est remonté jusqu'au CIO. Et là, parce que j'avais ce réseau interne, bah, ça a changé la trajectoire de ma vie. Et donc, on se rend compte, et c'est ce que je dis dans mon bouquin, il faut avoir, en fait, je dis, le talent, c'est le moteur, et le réseau, c'est l'accélérateur, et il faut les deux. Et là, si je n'avais pas eu ces 2 personnes dans la banque qui avaient fait confiance en mon travail et qui n'avaient pas remonté jusqu'au CIO, ma vie n'aurait pas été la même. À 28 ans, je me retrouve, c'est hallucinant, à conseiller le CEO d'une des plus grandes banques sur des enjeux à plusieurs milliards. J'aurais jamais cru ça avant quand j'étais éteint et que je connaissais personne. Est-ce que depuis que tu as créé du coup ce consulting, est-ce que Business Entourage, c'est un autre business ou tu continues à faire les deux? Est-ce que c'est une ambition de continuer à faire du consulting pour des gens, des grands entrepreneurs? Ou tu focuses vraiment sur le côté Business Entourage? Là, je suis plus sur business entourage parce que c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'étais chez un seul client. Et là, j'aime bien aujourd'hui, je multiplie les clients. C'est nouveau, c'est l'impact. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont besoin de moi et qui sont bloqués. C'est frustrant. En fait, tout est lié à une injustice. Je vois que, et moi-même, j'ai vécu cette injustice où quand tu es éteint, tu fais plus rien. Et moi, quand je vois quelqu'un qui est éteint, je suis obligé. Mais mon temps. Et aussi, je ne peux pas l'utiliser pour 10 000 personnes en même temps. Donc, j'essaie de trouver ce bon ratio et Business Entourage me permet d'avoir beaucoup plus d'impact que d'être juste avec un client pendant plusieurs mois sur une mission. Donc, maintenant, je suis vraiment là à essayer d'avoir... Enfin, c'est une question d'impact. Comment je peux avoir un maximum d'impact? C'est ça qui a changé, ouais. Ouais. Et c'est ce qu'on discutait avant l'enregistrement. C'est le chemin, en fait, les rencontres qu'on fait. Toi, bah, justement, les blocages que tu as eu au début de carrière
où tu t'es dit, attends, je vais pas passer 20 ans dans l'ombre des autres, qui fait que tu crées ce premier conseil et puis après tu crées Business Entourage. Et ça, c'est un chemin où souvent on blâme les contrariétés. Et je trouve que ces contrariétés nous font grandir. En fait, toi comme moi, en tant qu'entrepreneur, on vit des échecs et on doit construire dessus. Et finalement, le réseau construit dans un premier domaine n'empêche pas d'en construire un deuxième et parfois de les interconnecter. Ouais, non, c'est ça. Et puis, tu parles d'entourage, c'est vrai que chaque fois, on change de vie quand il y a un moment clé. Là, le moment clé, c'est qu'il n'y a personne qui m'a aidé. Et puis, j'ai eu d'autres moments clés où il y a des gens, où j'ai eu dans le corporate des managers qui étaient toxiques. Et c'est grâce à ça que j'ai créé ma boîte. Et souvent aussi, il faut savoir bien s'entourer. C'est pour ça que j'ai dit business entourage, ça s'appelle comme ça. C'est qu'il y a le business model, mais il faut bien s'entourer. Et même les gens qui sont mauvais avec vous, en fait, c'est des gens qui vont vous influencer. Et je remercie, tu vois, aujourd'hui, ces gens-là qui m'ont peut-être diminué même au début de ma carrière parce qu'après, j'ai créé ma propre boîte et là, ça a explosé. Donc, c'est important de savoir bien s'entourer. Et même si parfois, il y a des gens dans un écosystème qui nous descendent, il faut changer cet écosystème, mais ces gens-là sont des bonnes personnes pour nous faire évoluer, pour pas qu'on se retrouve dans ces mêmes situations. Donc, l'entourage, c'est tellement important. Ouais. Et on parle depuis tout à l'heure d'entourage, de networking. Pourquoi, quand les gens entendent le mot networking, réseautage, la moitié ont peur et l'autre moitié se dit que c'est une arnaque et que c'est pas juste et c'est pas méritocratique, etc. Ouais, il y a beaucoup de gens pensent que c'est ultra opportuniste. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour montrer qu'en fait, non, le vrai networking, c'est authentique. Beaucoup de gens pensent que le networking, c'est aller voir les gens et les utiliser à son propre profit, mais c'est pas ça. Le vrai networking, dans le sens noble du terme, c'est de la réciprocité, c'est apporter de la valeur. Je dis toujours, c'est apporter de la valeur sans attendre rien en retour. Et il faut aimer les gens. Tu n'as pas envie d'aider les gens que tu n'aimes pas. Donc il faut quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui n'est pas dans l'humain, ce ne sera jamais un bon networker et ce ne sera jamais quelqu'un qui sera bon dans le business. Par contre, quand on aime les gens profondément, déjà on s'intéresse à eux. Et en fait, quand on se rend compte qu'on peut les aider sans attendre rien en retour, en fait, il va y avoir des choses en puissance 1000. Je donne un exemple parce que c'est vrai que la loi de la réciprocité, c'est quelque chose qui est abstrait. J'ai aidé une amie qui me dit, Jérémy, je voudrais t'avoir à une conférence. C'était tout au début. Et elle me dit, mais j'ai pas d'argent. Je dis, écoute, t'es une amie. Moi, j'adore faire des conférences. Vas-y, même si tu as 5 personnes, 10 personnes, ne te mets pas le stress, je viens. Et j'y suis allé, il neigeait en plus ce jour-là. Donc, c'est très compliqué pour les participants de venir. Il y avait quand même 40 personnes. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après, je reçois un mail de la Commission européenne. Je pensais que c'était un scam. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça, la Commission européenne, qui veut me voir dans leur bureau? Et en fait, il y avait quelqu'un qui était là dans le public de la Commission européenne, qui a aimé ce que j'ai dit et qui m'a reçu dans son bureau. Et après, j'ai signé des contrats à la Commission européenne. Donc, j'ai été conférencier à la Commission européenne. Pourquoi? C'est parce qu'au début, j'ai aidé quelqu'un parce que ça me faisait faire plaisir de faire plaisir. Mais j'attendais rien en retour. Il y a beaucoup de gens dans le networking, ils disent, je vais l'aider. Tu sais, quand c'est calculé en disant, comme ça, je pourrais lui demander quelque chose en retour, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment de faire plaisir parce que ça fait plaisir de faire plaisir. Et s'il n'y a rien en retour, c'est pas grave parce qu'au moment même, on a pris du plaisir. Et quand on est là-dedans, il y a des choses qui sont incroyables. C'est comme ça qu'à la fin, je me retrouve à conseiller les plus grands dirigeants au monde, mais aussi des gens comme Stromae. Stromae, c'est un chemin. J'ai apporté de la valeur à quelqu'un, j'ai rien demandé, et puis cette personne a pensé à moi, elle m'a intégré dans son cercle. Et à un moment, on rencontre d'autres personnes, et cette personne dit, tiens, tu connais Stromae, je voudrais l'avoir sur un gros show. Stromae, je connais son agent d'un autre événement et c'est comme ça que je crée la connexion. Mais tout ça est parti au début par de l'apport de valeur parce que ça me faisait plaisir de faire plaisir. Et ça, je le dis, c'est la nuance, sans attendre un en retour. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent en quoi je peux t'aider. C'est la pire question qu'on peut me demander parce que déjà, il y a un truc, je me sens redevable. Ouais. On ne demande pas en quoi je peux t'aider, c'est intéresse-toi à la personne et naturellement, si tu peux l'aider, tu vas lui proposer quelque chose. Et donc, c'est quand je vois que c'est trop calculé, moi, je vais directement stopper la relation et beaucoup de gens font cette erreur-là. Mais c'est vrai que mal networker, c'est très facile parce que justement, on est peut-être trop égocentré finalement. On se dit, bah voilà, j'ai mon produit, mes services à vendre et effectivement, j'aimerais bien connecter avec Stromae ou peu importe qui pour le mettre en avant. Et donc, parfois, on peut s'engager dans une voie où on ne se rend pas compte qu'en fait, les autres nous ont aidés. Moi, j'ai un mentor, JT Fox, qui dit toujours que les gens que tu as rencontrés sur ton chemin vers le haut, tu les revois aussi quand tu redescends, parce que la vie n'est pas qu'une montée continue. Et ne pas renvoyer la balle, en fait, c'est quand même en fait
bizarre de se dire, bah, j'ai utilisé quelqu'un, en fait, et juste comme marchepied, finalement. Ouais, et comme tu dis, il y a beaucoup de gens directement, ils vont, dès après une minute, ils commencent à parler de leur business, de leurs produits, leurs services. Et ça, c'est pas le networking. Ça, c'est plus les commerciaux qui font ça et il faut pas le faire. C'est le networking, c'est de l'humain. Et c'est comme, tu vois, quand tu te maries avec quelqu'un, bah, tu vas pas te marier après une première rencontre. Tu dois d'abord, on s'apprivoise. Bah, c'est pareil dans le business. C'est que d'abord, et limite, il faut être ami. On est souvent plus des amis que des inconnus. Et donc, si on sent que ça se passe bien, qu'il y a un bon lien, à un moment, on va parler de notre vie. Et là, c'est là qu'on peut voir qu'il y a des trucs compatibles. Je te donne un exemple. Bah, à Cannes. À Cannes, je suis dans un hôtel avec un ami et je vois l'acteur de Prison Break, Amaury, qui est l'acteur sucré, avec son agent. Ils nous reconnaissent parce qu'on les avait déjà vus à un événement. Bah, là, que tu te dis, on est en phase 2. On est en train de prendre un verre avec eux. On n'a pas parlé business. Moi, ce que j'ai parlé, c'est que Amaury, c'est un gars qui est musclé. Moi, je suis en train d'essayer de me muscler directement. Je lui ai tapé sur ses abdos. Je fais comment tu fais pour les abdos? Mais déjà, on n'a pas parlé de business. Et puis, il dit ouais, je t'aime bien. Enfin, il nous aime bien. Et donc, du coup, tu te retrouves après, le lendemain, sur un yacht. Ah, je t'invite sur mon yacht. Et le lendemain, tu es sur son yacht. Et donc, j'ai même pas parlé de business. Mais après, à force de se connaître, à un moment, on va te poser la question mais qu'est-ce que tu fais exactement? Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Et malheureusement, les gens, ils ne s'intéressent pas assez aux autres. Je te donne un autre exemple concret, c'est que j'ai formé des étudiants en public relations et je les ai amenés dans un cercle d'affaires et il y avait un très très grand CEO. Vraiment quelqu'un, la boîte elle fait des milliards, tu vois. Et j'aurais dit, il voulait un stage. Mais j'ai dit, n'allez pas directement demander un stage. Je fais, s'il vous plaît, et ça doit être naturel, de nouveau on revient sur l'humain, c'est intéressez-vous déjà à lui. Et donc, ils se sont intéressés à lui, comment vous êtes devenu CEO. Et en fait, à la fin, il a commencé à parler du fait que pour avoir de l'énergie, il faisait du marathon. Et là, en fait, tu as touché un point sensible qui est sa passion. Il pouvait parler pendant une demi-heure du marathon. Mais à côté, tu avais plein de gens qui étaient en train d'attendre. Et après, j'étais le voir. Je me dis, mais pourquoi vous avez tenu 20 minutes avec ces étudiants? Il me dit, parce qu'après, ils vont tous venir me vendre leurs produits, leurs services et ça va me faire chier. Parce que moi, j'ai déjà les meilleures équipes. Et donc, tu vois, les étudiants, à la fin, ils ont reçu la carte de visite et limite, ils avaient un stage. Et c'est ça, c'est l'effet inverse en fait. Et ça, c'est le vrai networking, c'est pas être opportuniste, c'est à s'intéresser aux gens. Et moi, au début, quand j'ai réseauté, c'était exactement ça. Je voulais juste apprendre des gens. J'avais pas de business, mais en apprenant des gens, bah, les gens t'aiment bien. Et après, quand toi, tu commences en parallèle à développer des choses, parce qu'il faut bosser. Il faut bosser. Ça sert à rien d'aller se montrer, réseauter. Il faut que derrière, tu aies quelque chose. Tu bosses sur le quelque chose, tu as une expérience quelque chose là. Et c'est comme ça qu'à la fin, l'ensemble des deux, bah, ça explose. Quand tu sais bien t'y prendre dans les relations et qu'en plus tu as quelque chose à proposer où c'est vraiment du concret et c'est carré, c'est là que tu peux signer les plus beaux contrats de ta vie. Oui, clairement. Mais c'est vrai que bah, moi, en travaillant dans la transmission d'entreprise, surtout pour des PME, donc c'est des boîtes qui font entre 5 salariés et 20, 30, 40, on est dans quelque chose de très humain. C'est pas de la transaction à 4 milliards qu'on voit sur le CAC 40, etc. Et si tu, en tant que, surtout quand tu veux racheter, la personne en face, elle te vend 25, 30 ans de carrière qu'elle a mis tous ses week-ends dedans. Et si tu te connectes pas à la personne et que tu parles directement business, rentabilité, process, etc., tu crées pas cette relation qui permet à un moment bah, d'ouvrir une négociation, de peut-être revoir un prix, des conditions, etc. Et ça, c'est un truc où, effectivement, moi, je vois, il y a plein de gens qui me disent, mais ah, mais t'as quelle boîte à vendre, t'as quelle boîte à vendre? C'est pas ça la question. Non, mais je vais t'expliquer un truc qui était très fort. C'est que par exemple, mon père a vendu, il vendait la maison de ma grand-mère. Et il y avait plusieurs offres. C'est pas la plus chère en fait, ce qui est important, c'est que c'est pas celui qui voyait la maison comme transaction, c'est qu'en fait, il voulait faire perdurer l'âme de la maison. Parce que mon grand-père était artiste peintre et la personne qui allait reprendre la maison voulait garder cette âme-là. Ben, dans une négociation, mon père était prêt à vendre cette maison à lui parce qu'il savait que cet héritage allait perdurer avec des bonnes valeurs que quelqu'un qui allait peut-être mettre 100 000 euros en plus et tu savais pas ce qu'elle allait en faire. Et ça, c'est en fait, c'est que du relationnel. Et c'est pareil dans l'immobilier ou dans de luxe, c'est que la relation, parfois, on aime tellement la personne on va absolument vouloir travailler avec elle plutôt que quelqu'un qui a peut-être un meilleur deal parce qu'on aime la personne. Et ça, c'est le networking. C'est la personne qui est en face de vous, ça doit être la personne la plus importante au monde et ça doit se ressentir de nouveau. Ça doit être, on ressent, les gens ressentent ça aussi dans la synergologie, si c'est fake ou pas. Et quand c'est pas fake, par exemple, tu vas dans des boutiques, les gens, limite, ils reconnaissent ton prénom parce on les a éduqués à faire ça. Mais quand c'est naturel et que tu sens que la personne t'aime bien, mais là, la relation, elle est puissante et c'est là que tu peux faire vraiment de très, très belles choses
après en termes de business parce qu'on sait qu'on est sur des bases saines. Et ça, tu vois, on n'est plus du tout dans l'opportunisme. On ne peut pas utiliser les gens, ça doit être du win-win et que tout le monde soit content et qu'on soit sur une relation qui est saine, basée sur les mêmes valeurs. C'est vrai que quand tu parlais de l'acquisition de la maison, moi je crois que c'est 2021 ou tout début 2022, je négocie une entreprise. Avec mon associé, on avait fait une offre qui était plus haute. Je pensais qu'on avait bien connecté avec la personne et honnêtement, avec le dirigeant, ça passait plutôt bien le feeling. Et puis, on envoie notre offre et peut-être 3-4 semaines passent. Et finalement, il me rappelle, il dit non, je vais prendre une autre offre, elle est un peu moins élevée. Mais par contre, le gars, il peut me débloquer l'achat d'un terrain. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as dit, oui, effectivement, je suis pas conseiller municipal, je peux pas aller jouer sur un PLU pour aller débloquer un truc. Et donc, oui, il a utilisé son réseau et son opportunité. Donc, effectivement, il perd peut-être, je sais pas, 50 000 euros sur la vente de sa boîte. Mais derrière, il va passer un compte terrain en constructible ou des trucs comme ça. Bon, ça fait partie du jeu. Quand tu es du côté perdant, ça fait toujours un peu mal de l'accepter. Mais c'est vrai que tu peux pas, comment dire, propager et gagner, entre guillemets, sur chaque tableau à chaque fois. Et c'est ce que tu disais. Quand tu fais quelque chose de manière désintéressée, finalement, si ça revient, même en 1 an ou en 5 ans, tu ne sais pas exactement, mais au moins, tu as fait ton action et tu as été dans le bon sens, quoi. Ouais, je répète, c'est parce qu'il faut faire. En fait, on n'est pas des bons samaritains non plus. Il y a des gens, c'est ça le problème aussi. Je prends de nouveau dans le consulting quelqu'un qui aidait tout le monde. Mais du coup, il aidait tellement les gens que son travail, il ne le faisait pas. Et donc, tout le monde était promu sauf lui. Et là, après, il était dégoûté, il s'est éteint, il ne voulait plus aider les gens. En fait, il faut aider il faut d'abord penser aussi à soi. Et quand on est nourri soi-même, c'est là qu'on peut aider les autres. Et donc, il ne faut pas non plus se sacrifier pour les autres. Et il faut aider que si ça fait plaisir de faire plaisir. Parce que si après, tu es trahi ou quoi, tu t'en fous parce qu'au moment même, ça t'a fait plaisir. Mais si tu aides tout le monde et que tu n'as pas envie au final d'aider, il ne faut pas le faire. Si moi, je n'ai pas envie d'aider quelqu'un, je ne le fais pas. Et donc, c'est là où il faut trouver aussi le juste milieu. On prend Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est le plus gros contributeur au monde. Il donne beaucoup, beaucoup d'argent, mais au début, il était égoïste. Il pensait à sa carrière, il aidait personne. Il était à fond là-dessus, il n'allait pas passer son temps à aider les autres, il était sur sa carrière. Mais quand il a réussi grâce aux autres, parce que c'est les autres aussi qui l'ont propulsé. Cristiano Ronaldo, il a eu ce que j'appelle des personnes tremplins, des agents qui l'ont fait progresser dans sa carrière. Mais maintenant qu'il réussit, c'est à son tour, comme il est rempli, il va pouvoir donner pas mal aux autres. Et c'est un des plus grands contributeurs. Donc il faut trouver ce juste milieu de donner, mais pas de donner quand on n'a pas envie de donner. Ouais, exactement. Si on regarde ton Instagram sur les quelques dernières semaines, on voit une rencontre avec Bernard Arnault, avec Pierre Ninet, avec Albert de Monaco. À quoi ça te sert de l'afficher? Comment est-ce que tu en tires un intérêt d'une manière ou d'une autre? Et comment on ne pense pas que tu fais juste de la vanité, en fait, et juste de la mise en avant vaine? Ouais, ou de l'ego et tout ça. En fait, je vais être honnête, tout au début, quand j'ai rencontré Brad Pitt, j'ai demandé une photo pour juste prouver que c'était possible. Mais c'était genre même pas. Moi, j'ai jamais été fan de quelqu'un, sauf Cristiano Ronaldo. Lui, franchement, si je le vois, la photo d'office, je vais le faire. Mais Brad Pitt, c'était juste pour prouver que j'avais réussi. Mais quand j'ai mis à ce moment-là, les réseaux sociaux, il n'y avait que Facebook. Quand j'ai mis la photo sur Facebook, le regard des gens, il a totalement changé sur moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est de la neuroéconomie, c'est un transfert d'influence. Parce que j'étais avec quelqu'un d'important, je devenais quelqu'un de plus important, alors qu'on ne savait même pas ce que je faisais dans la vie. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Mais après, beaucoup de gens utilisent ça. Tu prends Nespresso avec Georges Clooney, il y a un transfert d'influence. Et d'ailleurs, tous les grands entrepreneurs le font. Quand ils sont sur des événements, ils se prennent en photo. Donc, il y a cette neuroéconomie. Donc, au début, j'étais comme ça, parce qu'au début, quand tu démarres de rien, il faut être à la débrouille. Et donc, mais j'en ai joué au début. Après, tu vois, là, par exemple, la photo avec Bernard Arnault, je me suis même posé moi-même la question et je me suis dit, c'est dommage parce que de nouveau, ma mission de vie, c'est de montrer aux jeunes que tout est possible. Et d'ailleurs, c'était parti d'un challenge. Quelqu'un m'avait dit dans le livre, tu parles de Bernard Arnault, est-ce que tu es capable de le rencontrer? Tu as 90 jours. Donc moi, quand on me challenge, je veux montrer que tout est possible. C'est ma vision de la vie. Et les gens ont trop le cerveau trop petit, trop fermé. Et donc, je l'ai mis pour ça. Et si tu regardes la légende de la photo, en fait, c'est que j'aime bien transmettre des apprentissages. Et cette rencontre, c'est pour ça que je l'ai faite finalement, c'est que ça m'a marqué. Parce que c'est quelqu'un, on le voit de moins en moins avec la nouvelle génération. C'est quelqu'un, quand je lui ai parlé 2 minutes, mais ça a été intense. La manière dont il m'a regardé,
la politesse, la courtoisie. En fait, l'éducation, moi, c'est ça. On revient aux bases. La simplicité, c'est ça que je voulais mettre en évidence. C'est qu'en fait, il faut faire très attention. Moi, je me rends compte que l'éducation, c'est de plus en plus important. Juste dire bonjour, merci, au revoir, qu'on soit une personne lambda ou la personne la plus influente de la planète, quand on voit, ça remet les basics et ça te remet bien au centre de tout ça. Mm. Et donc, je voulais faire passer ce message-là. C'est pareil, le prince de Monaco, c'est quelqu'un qui, en fait, je me suis rendu compte que le point commun des grandes réussites, c'est des gens qui sont très, très simples et des gens qui sont aussi très, très gentils. Et Bernard Arnault a beaucoup d'humour aussi, et l'humour est important aussi Ok, c'est pas quelque chose qu'on se dirait dans de le Bernard business. Arnault. Ah non, mais moi j'ai halluciné parce que le VMH en bourse ça diminue Mm. et j'ai observé, je me suis dit émotionnellement, c'est quelqu'un qui a la force tranquille alors que d'autres paniquent et je me suis dit, bah moi dans des moments peut-être plus bas dans mes business, je me souvenir que émotionnellement c'est normal, ça arrive et de pas paniquer, de rester comme ça avec une émotion qui est, voilà, on sentait pas que c'était quelqu'un, quelqu'un son business va mal, il peut être aigri ou non, lui était calme et tout ça en fait. Moi, je l'apprends et je le reprends dans mon business. Et c'est ce que j'ai mis dans le message, c'est que voilà, l'éducation, être simple, être courtois, juste dire bonjour, merci, au revoir. C'est bête, mais c'est important. Et j'essaye de faire passer aussi des messages comme ça via mon Instagram. Donc, pareil, Pierre Ninès, c'est quelqu'un voilà, adorable, mais à côté, tu as plein de gens qui gravitent autour et ça, c'est un autre monde, tu vois. Mm. Et c'est important de faire la part des choses que pour réussir, il ne faut pas être bing-bing et que parfois la discrétion, c'est quelque chose qui est très, très important aussi dans la réussite. Donc, c'est des messages que j'essaye de faire passer avec toujours ce fil rouge. Tout est possible dans la vie. Mm. Mais c'est vrai que bah, moi aussi, j'ai des photos avec des gens influents, des acteurs, des entrepreneurs, etc. Et ça a parfois débloqué des conversations, en fait. Typiquement, bah, dans ma société d'informatique, j'ai une photo de moi avec Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Et d'office, je sais que bah, tu la glisses en fait dans la présentation parce que tu sais que ça peut ouvrir des questions. Et les gens se disent, mais comment est-ce que tu l'as rencontré? Qu'est-ce qu'il a dit, etc. Et c'est pareil, il fait un événement, il explique plein de trucs, et puis après, tu le vois backstage, tu as quelques petites confidences, ça dure pas des heures, mais voilà, ça ajoute un petit peps, ce qui fait que ça peut te débloquer une porte d'avoir ce témoignage-là, un peu comme toi avec Brad Pitt, tu dis, bah, j'ai vraiment rencontré Steve Wozniak, quoi. Ouais, moi, au début, ça m'a beaucoup servi. Après, maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut bosser à côté. Ça veut Oui. dire que ça aide à donner du crédit. Au début, moi, Brad Pitt, clairement, les gens, ils ont eu un autre regard. Mais après, dans ton expertise, dans ce que tu fais, il faut être ce que j'appelle un doer et pouvoir être quelqu'un de carré et savoir délivrer et montrer aussi que tu es bon. Et il ne faut pas juste aller prendre des photos avec des gens et networker. C'est aussi, il faut savoir développer son business. Moi, j'étais un bosseur. Hein. Les études, moi, je sortais pas. J'étais à fond en polytechnique, j'étais aussi à fond dans le sport. Je me crée ma chance de réussir. Ouais, Et bien après sûr. aussi, dans le business, j'ai fait des concours d'entrepreneurs que j'ai gagnés, mais c'était des nuits que je passais. J'ai gagné le concours Boost Your Business. Il y avait 1200 participants, je l'ai gagné. Mais c'est parce que j'étais en train de montrer mon produit à 400 personnes par jour pendant 5 semaines consécutives. Il n'y a personne qui fait ça. Et donc, il faut être bosseur. Et il faut aussi chaque fois, ce que je dis, améliorer son craft. C'est du Lean Six Sigma. Il faut être aussi le meilleur dans ce qu'on fait. Mm. Moi, j'ai toujours voulu. C'est le côté performance du début. Hein. Je t'ai expliqué, Timmy, je devais être numéro 1 partout. J'ai été champion de Belgique de sauvetage. J'ai été dans le top du consulting. J'ai été dans le top, mais c'est parce que j'ai bossé. Et ça, et bosser intelligemment aussi. Ça ne sert à rien de bosser la nuit et de fatiguer le lendemain. Mais il faut aussi que quand vous rencontrez des gens, c'est pas juste de l'image, c'est aussi qu'après, quand il y a quelque chose qui se fait, vous délivrez et que ce soit vraiment Oui, clairement. impeccable. Parce que sinon, c'est du feu de paille et tu tiens pas sur la distance. Tu tiens pas sur la distance Ouais. avec ça. Mais en fait, au fur et à mesure, on va dire, tu bosses, tu crées ces relations, tu peux avoir des photos avec des gens influents, etc. Mais c'est clair que s'il y a la première chose qu'on va te demander derrière, qui est Ouais. entre guillemets plus bas niveau, tu t'assures pas, bah ça s'arrête là en fait. C'est ça. C'est ce que je disais moi. Je sais que cette photo, parce qu'on m'en a parlé, c'est même pas moi qui en parle, c'est les gens qui me disent, mais en fait, comment est-ce que tu as rencontré Steve Wozniak? Et ça amène la conversation. Après, si t'es pas bon dans la conversation, si tu proposes pas le bon produit, la bonne offre, d'office, tu vas pas convertir, ça c'est certain. Ouais, c'est ça. C'est dommage qu'on soit comme ça, mais c'est de la neuroéconomie. Et tout le monde le fait. Tu regardes aujourd'hui les politiciens, quand ils se prennent tous en photo. Tu vas dans un événement d'un cercle d'affaires, ils se prennent tous en photo.
C'est parce ils savent que ça joue dans, je sais pas comment dire, dans l'inconscient des gens. Mhm. Euh, la question que beaucoup peuvent se poser, c'est il y a un événement, que ce soit à Cannes ou peu importe, même une rencontre d'entrepreneurs dans une association. On est le nouveau ou personne, on connaît personne. Comment est-ce que on peut pénétrer un premier cercle de discussion et entre guillemets évoluer, être à l'aise. Moi, ça c'est un des trucs où je suis pas encore très bon. Mm. Si je connais vraiment personne dans l'événement, je peux passer ma soirée entre guillemets dans le plus petit groupe que j'ai réussi entre guillemets à m'attraper avec quoi. Et comment est-ce qu'on passe cette étape de je connais personne, mais voilà, je vais aller vers les autres et je vais rencontrer et on ne sait pas où ça va nous emmener. Ouais. Le premier truc aussi, en fait, là, on parle carrément de rejet parce que quand on est dans des événements et qu'on connaît personne, on a peur aussi d'être rejeté parce que parfois, il y a des gens, ils arrivent et ils ont l'impression d'être des imposteurs dans des événements. Et donc, il faut savoir gérer le rejet. Et déjà, en fait, dans des événements, même avant de parler, on est déjà jugé. Je te donne un exemple à l'université. Comme j'étais aussi à fond dans le sport, parfois, il y avait certains cours où c'était des examens oraux. Il y en avait que je connaissais un peu, tu vois, Pareto, pas 100%, mais 80%. Mais quand tu rentrais dans un local d'examen, en fait, tu voyais le professeur, tu as des gens qui sont sûrs d'eux et qui connaissent zéro matière, mais le fait d'être sûr d'eux et dans la synergologie, qui se tiennent droit et pas en mode apeuré, le prof, dans sa tête, il dit « Ok, il a l'air sûr de lui, il a dû bien étudier. » Et tu peux avoir des gens qui ont tout étudié, mais qui vont arriver affaissés parce que c'est des gens qui sont stressés. Et alors, tu as l'impression, en fait, la première impression, le prof va dire « Oh là là, le gars, il n'a pas l'air de maîtriser sa matière. » Tu vois, et donc, le plus important déjà dans le networking, c'est que dès qu'on rentre dans une pièce, on est scruté. Donc, si on arrive dans une pièce et qu'on est genre tout peureux dans la peur, ça va se voir dans la synergologie. Donc, après, quand on entame une conversation, les gens vont être moins intéressés et on va être beaucoup plus rejetés parce que nous-mêmes, on dégage cette énergie-là. Donc, c'est déjà l'énergie avant de parler qui est importante. Ça, c'est important et ça se travaille. Après, être à l'aise aussi avec des gens et commencer à entamer une discussion. Être à l'aise dans une situation, c'est juste de la répétition. Moi, au début, mes premiers événements, j'étais pas bien. Et c'est comme apprendre à rouler à vélo, je l'explique dans mon bouquin, c'est qu'au début, quand tu roules à vélo, tu tombes, ça fait mal et tu saignes. Mais ça fait mal, mais tu recommences. Et tu retombes, ça fait un peu moins mal et à la fin, tu sais rouler à vélo. C'est pareil. À un moment, si tu veux être à l'aise et commencer à aller dans des groupes et parler à des gens, il faut que tu vives cette répétition-là. Avant, moi, j'avais du mal à parler à une personne. Ce que je faisais, c'est que j'allais voir une personne qui était seule et qui était elle-même mal à l'aise. Et en faisant tout ce processus d'amélioration, à la fin, aujourd'hui, je suis capable d'aller dans un groupe où tu vas avoir les gens les plus importants de la planète et pouvoir rentrer dans ce groupe de manière aussi, pas genre le gars qui est impoli. On revient sur la politesse et se dire, c'est un peu l'œil de lynx. À un moment, dans un groupe, il y a toujours des battements. Donc, il faut observer. Quand tu vois que les gens sont plus en mode conversation très profonde, tu peux aller tout simplement, tout est dans le regard. Tu le regardes des yeux et tu y vas et après, c'est l'énergie. Et si tu vas dans cette énergie où tu es quelqu'un qui a envie d'avancer, et moi je dis ça aux jeunes, vous n'avez rien à proposer, mais si vous êtes dans l'énergie d'apprendre, les gens ils vont vouloir, ils sont ouverts. Mais tout est dans la synergologie, dans l'énergie et après la discussion, c'est comme avec des amis. Quand on est à l'aise avec des amis, on peut tenir des discussions pendant 1 heure. C'est juste changer un peu cette psychologie de l'inconnu. Il y a des gens, ils disent ouais, mais moi j'ai peur avec des gens importants, mais je suis avec des amis, tu sais discuter. Bah oui, il faut que tu arrives à avoir ce lien de familiarité avec des gens importants et comme ça, tu vas pouvoir parler comme un ami. Je dis, et je reprends l'exemple de l'acteur de Prison Break. Je me tape limite dans les abdos. On fait pas ça normalement, les gens auraient été là, genre, et moi je suis là. Mais c'est un travail de répétition, tout ça. Ouais, mais c'est vrai que donc tu as écrit un livre qui s'appelle Les 15 règles d'or pour l'art du networking, pardon. Ouais. Tu as fait un événement de lancement chez McLaren auquel tu m'as gentiment invité. Et je sais que cette soirée-là, j'ai été relativement mal à l'aise et j'ai rencontré peut-être 5, 6, 7 personnes au maximum. Mais je sais que j'ai pas maximisé mes chances parce que je me sentais mal à l'aise en fait d'aller à la rencontre des autres en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est des fois où tu te sens l'imposteur, mais en fait c'est bête parce que je sais que j'ai des compétences, je sais que potentiellement il y a des gens qui sont intéressés par mes services, mais le fait d'être passé à l'action parfois ça peut être bloquant quoi. Ouais, c'est ça, mais il y a deux choses en effet quand on est mal à l'aise. C'est vrai qu'il y avait du beau monde
Et à force d'être dans les mecs du beau monde, tu n'as plus peur de ça. Et la deuxième chose, en fait, souvent aussi, c'est comment oser aborder. Et je dis dans mon livre, il y a une règle, c'est les 3 secondes. Au plus tu attends, au plus tu vas pas y aller. Et si tu attends pas 3 secondes, ton cerveau, il n'a pas le temps de réfléchir, de se mettre des excuses et tu y vas. Et il faut aussi être très observateur. C'est parfois juste quelqu'un sur son look, tu vas le voir, tu lui dis tiens, j'aime bien un truc sur le look, juste un compliment. Mais de nouveau, ça doit pas être réfléchi, c'est doit être naturel. Bah, à ce moment-là, ça enclenche la conversation et puis c'est parti, hein, c'est parti. Alors il faut pas toujours aller dans des phrases bateau, mais c'est de nouveau sur l'observation et l'intérêt que tu as à la personne d'en face. Donc, et c'est là en creusant après que la discussion elle devient fluide. Et c'est parti. Mais tout fonctionne dans les 3 secondes. Si tu attends, c'est comme en boîte de nuit. Tu attends plus de 3 secondes si tu veux rencontrer quelqu'un que tu aimes bien. À la fin, tu stresses de plus en plus et tu es plus naturel. Et tout aussi, le networking, c'est rester naturel. C'est les rendez-vous où je me suis mis le moins de pression. C'est ceux que j'ai mieux réussi. Et ceux où je pensais que c'était l'enjeu de ma vie, je ne réussissais pas parce que de nouveau, j'étais dans la peur. La peur est une émotion qui fait qu'après, tout ton body language va rechanger et tu vas rater ton entretien. Et souvent, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais il ne faut pas que je rate cet entretien. Il avait peur. » Je dis « C'est pas grave. » Si tu le rates, je dis « Il y a 1000 chemins pour arriver à Rome. » Donc, ce n'est pas ça la finalité. Et moi, il y a des gens où ça s'est mal passé et 5 ans après, parce qu'ils ont vu mon évolution, c'est eux qui me demandent, qui me contactent. Donc ça, c'est important aussi de ne pas mettre de l'enjeu dans les rencontres. Vous ne jouez pas votre vie dans une rencontre, même si parfois vous avez l'impression que c'est la rencontre de votre vie. C'est pas grave si ça ne se passe pas bien. Et quand on dédramatise ça et qu'on est plus naturel, bah, la rencontre se passe beaucoup mieux. C'est comme un date. Si on se dit, oula, c'est l'homme ou la femme de ma vie, on va perdre ses moyens, limite on bégaye et il n'y aura pas de connexion. Quand on s'en fout de la personne, limite la personne devient amoureuse de nous. Bah, c'est exactement pareil dans le business. Ouais, exact. Mais c'est vrai que là, du fait que tu en parles, je reconnecte en fait à plus tôt dans l'interview où tu disais en fait, il ne faut pas forcément chercher à vendre son produit, son service. Et clairement, quand je suis venu à ton événement, je l'avais en tête en fait à ce moment-là. Peut-être parce que je sortais d'une journée de prospection et du coup, j'étais vraiment en mode limite pitbull de vente. Mais c'est vrai que si tu pars sur quelque chose de plus, entre guillemets, futile, comme un vêtement, une montre, une couleur, peu importe, tu peux forcément rentrer dans une conversation qui n'est pas, du coup, un enjeu professionnel, finalement. Ah, bah, tu vois, regarde, là, avant le podcast, on a attendu à l'accueil et on a été dans une conversation naturelle et tout est parti d'un verre d'eau. Hein. Oui. Tout est parti d'un verre d'eau et après, on est rentré en discussion. À la fin, j'avais limite une place de parking alors que c'est difficile d'avoir une place de parking. Et voilà, il faut surtout, je le dis, mais vraiment, il faut d'abord connecter avant de faire du business et pas faire du business et puis connecter. C'est dès qu'on sent qu'il y a des valeurs communes et qu'on s'entend bien que derrière, s'il y a des choses qui sont compatibles, ça va se faire naturellement. Et les gens qui sont trop pushy, ça ennuie. On se dit encore un qui va essayer de me vendre ces trucs, on n'a même plus envie de lui parler. Mais il y a tellement de gens qui font ça, il faut juste changer l'ordre des choses. Oui, et puis le fait, comme tu dis, il y a tellement de gens qui le font que quand tu ne le fais pas, en fait, les gens t'apprécient finalement. Ouais, c'est ça. Bah oui, ouais. On t'apprécie plus en fait, les gens, il faut pas qu'on se sente utilisé aussi. C'est juste ça. Si vous donnez ce sentiment à l'autre qu'il va être utilisé, la connexion, elle est rompue directement. Ok. Au tout début, tu disais que tu accompagnes du coup des gens pour qu'ils fassent eux-mêmes des rencontres, etc. Est-ce que tu as un exemple d'un client ou d'un ami que tu as aidé qui a vraiment atteint la personne clé en un temps incroyable ou plus que ce qu'il espérait? Quel est un fait marquant peut-être que tu as à partager? J'en ai plein. Il y a tellement d'histoires de fous. Bah, je vais prendre le premier exemple, je vais prendre Ty Chris parce que c'est lui qui a écrit la préface de mon livre. Et comment on s'est rencontrés, c'est sur les réseaux sociaux. Et il avait sauté de la Tour Eiffel en roller. Ouais. Et, je me souviens bien de ça. Et sauter la Tour Eiffel en roller, c'est plein de complications, dont avoir les autorisations. Et après ce record-là, il voulait faire ça en Belgique avec l'Atomium. Et donc, il devait avoir des autorisations, mais il connaît personne en local. Et donc, il m'a appelé justement pour me dire, Jérémy, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me donner les autorisations? La Tour Eiffel, il lui a mis, mais tu n'imagines pas, un temps exagéré. Et donc, je l'ai fait venir en Belgique. J'étais très, très jeune. Moi, je stressais. Je le fais venir, je le fais déplacer. Tu as peur que le truc soit annulé, que le gars qui peut vraiment donner les autorisations soit pas là. Et finalement, ils se sont rencontrés. J'en avais l'accord de principe le soir même. Il m'a dit, mais c'est fou. Moi, en France, j'ai mis pour la Tour Eiffel des mois et toi, en une soirée. Donc, du coup,
Le truc qu'il pensait avoir en plusieurs mois, ça s'est fait en une soirée. Et en plus, j'ai dit, bah, écoute, reste en Belgique, il était avec sa copine. Vas-y, dans mon réseau des hôtels, on va t'offrir la chambre, tout ça. Et il me dit, mais toi, t'es un fou. Mais c'est comme ça qu'après, il m'a invité ce qu'il a été après à Danse avec les stars. Et c'est comme ça qu'après, moi, j'ai rencontré les gens de Danse avec les stars. Tout va comme ça. Et donc, ça, c'est un premier fait, c'est qu'on a arrivé à avoir des autorisations pour un truc à enjeu en une soirée. Après, un truc mondial aussi, et là, c'était un concours de circonstances. De nouveau, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Une amie, ça, c'est les réseaux forts et les réseaux intermédiaires. Une amie qui me dit, écoute, je voudrais te présenter à quelqu'un. C'est un patron d'une marque. Et franchement, elle est belle sa marque, rencontre-le parce qu'il veut vraiment se faire connaître à l'international. J'accepte parce que c'est une amie. Donc, tu vois, le pouvoir des recommandations dans le networking est important. Et je vais manger avec, mais c'était plus pour le tester. Et je check juste les valeurs. Je me dis, si directement il essaie de me vendre son truc, ça ne va pas aller. Et donc, je check les valeurs. Moi, mes valeurs, c'est la réactivité. Parce que si on travaille avec moi, il faut être très réactif. Et je vois que ça match. Et je vois ces bracelets et je dis, écoute, vas-y, ces bracelets, on va faire ce que j'explique dans mon livre, c'est le processus OXP. Ton objectif, c'est de rendre cette marque mondiale, enfin visibilité mondiale. Maintenant, le P, OXP, c'est quelles sont les personnes qui vont pouvoir permettre à cette marque de se faire d'exploser. Et donc là, on a réfléchi, on s'est dit, des Miss France, on est parti carrément sur les mannequins de Victoria's Secret. Quand j'ai sorti le nom, il me dit non, c'est pas possible. J'ai dit juste, maintenant, il faut pas mettre des bracelets juste pour mettre des bracelets, il faut que ce bracelet ait une valeur plus profonde. Et donc, on avait fait un bracelet avec les coordonnées GPS de la ville de naissance des mannequins de Victoria's Secret, qui était la ville d'Itabera. J'ai rencontré cette personne-là et je dis, écoute, j'ai un bracelet. Elle me dit, Jérémy, tu sais, des cadeaux, j'en reçois tout le temps. Les mannequins de Victoria's Secret, ils s'en foutent. Mais je dis, ouais, mais ce bracelet est particulier, il a les coordonnées du GPS de ta ville de naissance. Et là, son regard a changé. Mais c'est parce que, en fait, je me suis intéressé à elle. Elle s'est dit, mais comment il sait ça et donc, du coup, elle voulait voir ce bracelet. Et elle l'a mis. Et après, en fait, 3 mois après, elle devait se marier. Elle a demandé des bracelets pour les demoiselles d'honneur. Donc, tous les mannequins de Victoria's Secret avec ces bracelets. Et puis, 1 mois encore après, c'était les Jeux Olympiques. Et là, mon téléphone qui sonne dans tous les sens, enfin des notifications, je vois la photo. Donc, c'était la mannequin, c'était Alain Ambrosio, avec la flamme olympique, donc devant des milliards de gens. Et il y avait le bracelet de Julien. Et c'est là que tu vois que c'est énorme. C'est énorme parce qu'après, c'est comme quand la princesse d'Angleterre, Kate Middleton met un vêtement, ça explose, tu vois. C'est cet effet-là. Et donc, on a fait ça. Après, non, j'ai d'autres clients aussi. Vraiment, c'est tous des profils. J'ai Tag qui a créé un gros réseau. Et quand je l'ai vu, quand elle m'a dit, Jérémy, elle avait son trophée, elle a gagné un trophée qui était de leadership féminin et que c'était par le Parlement européen, qu'elle a reçu la vice-présidente du Parlement européen, et que tu te dis, waouh, c'est quelqu'un qui commence à avoir de l'impact. C'est génial, comme quelqu'un qui a voulu créer une école, parce qu'il y a beaucoup de gens dans des écoles qui sont peut-être HP ou des profils un peu atypiques et qui sont hors du système scolaire. Elle a créé ça pour eux. Et ça, l'école est née from scratch, de zéro. Et aujourd'hui, c'est une grande réussite, la Smile School. Donc, tous ces projets, que ce soit avec des grandes personnalités comme quelqu'un qui est inconnu, c'est cool. On a un autre client aussi là, c'était des connexions avec les présidents de la République. Donc, ça va très, très, très loin. Et donc, là, on se dit, waouh, on peut tout faire. Et ce que je sais faire pour moi, on sait le faire avec les autres. À partir du moment où on applique une méthode. Ok. Comment est-ce que, tu vois, quand tu as réussi une opération, par exemple, avec Ty Chris, comment est-ce que tu gardes le lien sans être la personne qui veut, entre guillemets, rester toujours top of mind, en tête de la personne, mais comment est-ce que tu gardes ce lien, même si tu n'as rien à lui vendre, rien à lui demander, comment est-ce que tu entretiens justement cette relation pour que un jour, peut-être, si lui a besoin ou si toi tu as besoin, eh bien, ça soit naturel de reprendre le téléphone et à ce moment-là de formuler une demande. En fait, Ty Chris, c'est particulier parce qu'on est vraiment devenus amis. Mais en fait, tu as 3 réseaux. Tu as le réseau proche, faible et superficiel. Et là, l'entretien est différent. Une Paris Hilton, je l'ai rencontrée, mais je n'entretiens pas mon réseau avec elle. Et si on se revoit, on se reverra 1 an après, mais il n'est pas fort. Ty Chris, en fait, c'est comme on a les mêmes valeurs et qu'on s'apprécie. Après, il m'a invité à Danser avec des stars. Moi, je l'ai invité sur un autre truc. Et en fait, naturellement, c'est comme avec des amis. Voilà, on va manger de temps en temps ensemble. C'est naturel parce qu'on s'apprécie. Il y a des gens, après, ça peut être des clients ou des gens qu'on voit moins. C'est tout simplement prendre une fois donné des nouvelles. Ou tout simplement aussi via les réseaux sociaux. En fait, il faut rester dans leur tête. Le fait que tu publies sur les réseaux sociaux, tu restes aussi dans leur tête.
Donc, les amis, c'est naturel, tu vas avoir des grosses interactions. Les réseaux plus faibles, de temps en temps, tu vas prendre un café avec eux. Les réseaux superficiels, bah, tu l'entretiens beaucoup moins. Et donc, c'est la fait de la fréquence d'entretien. Et on dit aussi, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 personnes dans son réseau. Mhm. Il y a ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, c'est plus ou moins 149 Le personnes. nombre de quoi, pardon? Dunbar. Donc, c'est en Ok. fait, tu peux avoir maximum 150 connexions vraiment authentiques. Ça veut dire que tu n'es pas là genre en mode fake. C'est que tu as le temps de prendre du temps avec eux et d'entretenir la relation. Au-dessus, c'est pas possible parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, c'est le réseau, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et je le dis dans mon bouquin, il vaut mieux avoir 5 personnes qui ont les mêmes valeurs que toi et qui connaissent la planète entière qu'avoir 10 000 personnes qui connaissent personne. Et ça, c'est la qualité du réseau. Et donc, il faut, dans le réseau, trouver des gens qui sont totalement différents de nous, mais qui ont les mêmes valeurs profondes. Et aussi, des gens peut-être qui sont eux-mêmes aussi connectés. Et c'est ça qui fait qu'on a un réseau vraiment de qualité, basé sur des valeurs communes, sur l'humain aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on entretient. Tu vois, là, si aujourd'hui je suis venu à ton podcast, c'est parce qu'on a entretenu finalement un lien. Ça a été naturel. Tu es venu à mes événements. Parfois, tu réagis à une story sur Instagram. Bah, tiens, c'est Mathieu, tiens, voilà, il reste dans ma tête. Et c'est comme ça que finalement, tu restes dans la tête sans non plus faire trop d'efforts. Et Mhm. c'est pour ça qu'au final, si toi, pendant 3 ans, j'aurais pu entendre tes nouvelles et que tu me demandes un podcast, je me dis, ouais, là, il vient pour. Et je ne l'aurais pas fait. Mais c'est parce que naturellement, tu l'as fait et ça t'a pas pris beaucoup de temps. Et c'est à toi à dire, est-ce que cette personne, ça devient naturellement un ami parce que tu l'aimes bien? Est-ce que ça reste quelqu'un, un client que tu gardes le lien? Mm. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plus superficiel et là, tu prends moins de temps? Ouais, mais c'est vrai que quand on reprend notre relation, euh, ça a commencé un jour où on était en formation, on devait vendre quelque chose. Ouais, juste, c'est vrai. Ouais. Euh, C'était épique cette histoire. Euh, mais c'est vrai qu'après, on s'est pas forcément vu beaucoup de fois. Non, mais on a toujours Mais on a regardé. toujours voilà, envoyé un message ici ou là, invité une fois à un événement, une fois tous les 2 3 ans finalement. Mm. Et c'est vrai que merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. Ah, c'est pour ça, c'est parce que le lien était entretenu. Ouais. Il n'a jamais été coupé et on n'a pas besoin de se voir non plus, hein. On n'a jamais été prendre des cafés, des trucs comme ça, mais tu es resté dans mon esprit parce que tu es Et on resté. s'est jamais rien vendu non plus. Non, C'est non. vraiment, voilà, on s'est bien aimé en tant qu'humain, comme tu disais, sur les valeurs finalement, qui Mm. fait que la relation continue et prospère, quoi. Moi, je suis toujours à fond avec les gens qui avancent. C'est ça mon créneau. Donc, et comme je vois aussi que dans ton parcours, tu continues à avancer, tu vois, tu te dis, allez, je vais créer un podcast parce que j'ai envie de mettre en évidence mes activités et parce que c'est important, la transmission d'entreprise, des choses comme ça. Bah, voilà, c'est pour ça que je suis là aussi parce que moi, j'avance avec ceux qui avancent. Et on sentait que dans ton parcours, tu mettais les moyens pour avancer dans tes propres activités. Ouais. On a beaucoup survolé le fait que tu as écrit un livre. Beaucoup de gens écrivent leur propre livre. Moi-même, j'ai écrit mon livre. Je l'ai pas fait. J'ai pas eu un publisher, une Éditeur. maison d'édition. Toi, tu as réussi. Ou alors, je sais pas si c'est eux qui sont venus te voir pour écrire ce livre justement. Comment est-ce que c'est quoi la genèse? Parce que ton livre est hyper pratique. C'est pas juste du blabla théorique sur il y a telle et telle règle pour créer du réseau influent. Tu as vraiment la règle, les exemples que toi tu as vécu ou que tes précédents clients ont vécu et des exercices pour mettre en application. Donc vraiment, si tu prends le livre et que tu fais les choses, d'office tu progresses, quoi. Donc c'est quoi un peu comment est-ce que le livre est né, l'idée du livre qui est là? Est-ce que quel est le rôle de la maison d'édition, peut-être pour t'aider à structurer, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent mais comment on arrive à convaincre une maison d'édition? Parce que il y a beaucoup de demandes et peu d'élus. Moi, c'est pas moi qui ai été vers la maison d'édition. J'en ai eu d'abord une maison d'édition en Belgique et on était en négociation et finalement ça s'est pas fait plus de mon côté parce que justement entre-temps cette autre maison d'édition m'a été recommandée. Ok. Donc c'est pas moi qui ai été. Et comment ça s'est passé? C'est exactement de nouveau la loi de la réciprocité. C'est grâce à Julia, en fait, qui était une étudiante et qui lançait aussi son podcast il y a quelques années. Elle m'a demandé, Jérémy, moi je veux vraiment partager l'importance du networking aux étudiants. Je sais que tu es une référence. Est-ce que tu pourrais venir sur mon podcast? Elle était nouvelle, mais j'ai dit oui juste parce que grâce à son énergie. Je l'avais dit tout à l'heure dans le podcast, l'énergie, vous imaginez pas, ça ouvre des portes. Et donc, je l'ai fait, on est resté en contact. Et Julia est une connectrice aussi un peu dans l'âme. Et elle était en contact avec cette maison d'édition et elle voulait écrire un livre. Et finalement, je pense qu'elle ne s'est pas sentie prête. Et pour ne pas les mettre à défaut,
Bah, elle m'a dit, bah, je connais un gars, c'est la Ouais. référence d'un an, rencontrez-le. Donc moi, après, bah, ils m'ont contacté, on s'est rencontrés. J'ai dû quand même montrer ce que je savais faire et après, ça a été validé comme ça. J'ai pas couru derrière. Mais pourquoi? C'est parce que, en fait, dans tout ce que dans les réponses à leurs questions, ils ont vu que c'était ma vie. Et ça, c'est important. On revient sur le côté doueur. C'est que j'ai tellement expérimenté, j'ai tellement galéré, j'ai tellement. Tu sais, Force m'a surnommé l'entrepreneur en 5000 rejets, que c'était évident. Mais ça veut dire que c'est parce que j'ai aussi fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je dis souvent à quelqu'un qui veut écrire un livre, ouais, mais c'est en quoi tu te distingues des autres? Moi, j'ai un parcours particulier, de zéro contact à rencontrer Brad Pitt et aujourd'hui à être dans les cercles les plus fermés de la planète. C'est pas commun. Et là, parfois, les photos, ça aide. Et comme c'est pas commun et que j'ai tout documenté, Mm. bah, tu vois, la crédibilité, elle est là. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai un bouquin qui est très, très pratique où j'explique, allez, le système des cartes de visite. J'explique comment, je pense que là, si j'ai pris le cas de Paris Hilton, comment j'ai sa carte de visite. Je vais vraiment dans le pratique. Et ça, c'est quelqu'un qui veut écrire un bouquin. Il faut vraiment, je le dis, expérimenter, tester, expérimenter, parce que c'est là où vous allez vraiment devenir un expert. Et après, bah, c'est naturel que les maisons d'édition vont vous contacter. Après, il faut aussi créer une communauté, c'est important aussi. Quoique, les maisons d'édition ne regardent pas forcément ça. J'ai vu d'autres gens qui sont édités dans la même maison d'édition, ils n'ont pas beaucoup de followers, Mhm. mais il faut avoir l'expertise. Donc, c'est pas juste des contacts, c'est que derrière, j'ai dû prouver aussi, Ouais, bien montrer, sûr. j'ai plus de 100 conférences à mon actif, des très, très gros clients. Et tout ça fait que des TEDx et tout ça fait que bah, la maison d'édition dit ok, le gars il va pouvoir Mhm. transmettre quelque chose qui va être utile à un maximum de gens et c'est comme ça qu'on a été best-seller sur Amazon. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis pas passé par tout ce chemin parce que je voulais aller vite et donc j'ai écrit par moi-même le bouquin. Euh, mais c'est vrai que toi, tu étais aussi dans une autre construction et puis cette opportunité est venue à toi finalement. Bah, moi c'est 20 ans, hein. Ça fait 20 ans de... J'ai commencé vraiment à 23 ans, j'en ai 44. Donc c'est un travail de 20 ans. Et c'est pour ça que ils m'ont pris parce qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment... Ouais, il y a de la c'est pas, matière. ouais, ouais, je vois beaucoup de jeunes qui veulent... il faut d'abord faire les choses, faire ses preuves, avoir ce qu'on appelle du track record. C'est comme aujourd'hui, j'organise les dîners les plus exclusifs de Bruxelles. J'ai jusqu'à la princesse de Belgique qui est venue. Mais c'est parce qu'avant, j'ai dû faire d'autres dîners avec des gens moins importants. Il y a ces track records qui vont faire, OK, le gars, il a vraiment fait des choses. Mm. Il peut montrer qu'il a fait des choses. Il y a beaucoup de gens, c'est du vent. C'est du vent. Et je fais plutôt que parler, faites les choses et après, c'est génial. Et surtout, n'en parlez pas avant de les avoir fait. Parce que moi, c'est toujours quand on parle de trop, ça ne sera pas. Mais après, c'est quand tu l'as fait que là, tu peux vraiment montrer que tu l'as fait. Et là, il ne faut pas hésiter à montrer ce qu'on fait parce que il faut être fier de ce qu'on fait. Et Ouais. il ne faut pas non plus dire ah, c'est être arrogant de montrer ce qu'on fait. Non, non, il faut en être fier et surtout, ça inspire les gens à se dire ok, bon, on a envie d'être travailler avec lui parce qu'il a réussi à le faire et il va nous montrer le chemin. Exact. Bah, écoute, merci pour tout ce que tu as partagé dans ce podcast. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont vraiment activables. Je vous invite réellement à acheter son livre parce que pour le prix, il y a vraiment énormément de conseils qui peuvent débloquer des situations. Et même si on est bon, bah, on veut toujours s'améliorer. Donc, achetez le livre. On mettra le lien dans la description de la vidéo YouTube et sur Spotify et Apple. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi les prochaines étapes? Bah, le plus important, c'est toujours parfois, moi je suis un performeur, c'est tenir sur la longueur, c'est avoir toujours l'énergie. L'énergie, on ne se rend pas compte quand on est entrepreneur que c'est important de faire attention aussi. C'est pour ça que je commence vraiment, j'ai un coach sportif, tout ça, parce que en fait, on ne se rend pas compte que parfois, bah, si on n'a plus d'énergie et qu'on est vide, bah, dans le networking, ça se ressent, il n'y a plus rien qui va. Donc, c'est toujours réfléchir sur le long terme. Et donc, ça se passe bien sur le long terme et que on garde cette niaque, ce peps et cette énergie qui est ultra important. On parlait justement avant Ouais. le podcast du principe de l'énergie, mais un entrepreneur qui a plus d'énergie et qui est vide, ça se ressent chez les autres. Donc, vraiment, garder et être au max le plus longtemps possible avec des phases intenses et des phases de repos aussi. Donc, voilà. Ça marche. Bah, écoute, on te laisse te reposer de Cannes. Merci pour d'être venu. Merci pour la valeur. Et puis, à bientôt. Merci à toi et plein de succès aussi dans tes activités et continue plein de succès aussi dans ton podcast. Merci. Merci à toi Mathieu.